Salut à tous et à toutes, c'est le fils de Bulle. Durant mes années officier en tant que lecteur de comics, j'ai pu lire une quantité de belles choses. J'ai aussi pu lire quantité d'ouvrages appréciés par les autres, mais qui n'ont malheureusement trouvé aucun écho en moi, à l'instar de Superman Red Son, Injustice, Batman Silence ou encore Kingdom Come. Avec le temps, j'ai su distinguer ce qui me plaisait du reste, et aujourd'hui, je voulais vous faire part d'une petite sélection de comics de super-héros pas piqués des hannetons. J'ai pris le parti dans cette vidéo de me concentrer sur, disons, un sous-genre que j'affectionne tout particulièrement, la destruction des mythes super-héroïques, tout en vous épargnant les récits dont les youtubeurs comics ont déjà parlé en long, en large et en travers. Exit donc DKR, Watchmen, dont j'ai de toute façon déjà parlé, et les autres. On va se concentrer aujourd'hui sur des récits un peu moins connus, mais qui valent selon moi le détour. Les récits que j'ai sélectionnés sont tous issus de l'univers DC, puisque c'est l'écurie que je connais le mieux. Vous savez, j'ai une passion toute particulière pour les vieux personnages oubliés, qui ne font guère plus rêver personne de nos jours. Ça fait bien longtemps que je suis fatigué de Batman et des autres membres récurrents de la Ligue. Je leur préfère des personnages comme Plastic Man, le Dr Midnight, Atomic Knight, Booster Gold, Red Tornado et tout un tas d'autres avec des pouvoirs un peu loufoques et des costumes que je trouve esthétiquement géniaux. C'est le beau. Le problème, c'est qu'à part dans l'excellent dessin animé Batman l'Alliance des héros, que je vous encourage à visionner, à vos risques et périls, il est rare de les voir en action et encore plus rare de lire de bons récits à leur sujet. Rendons-leur un petit hommage. Oh, les beaux dessins que t'as fait des beaux dessins. Astérix, c'est pas l'Arche à l'Utopie. Lisez des BD, faites je ne sais quoi, mais... La BD n'est plus ce qu'elle était. Un truc d'une rare indigence et d'une médiocrité inouïe. J'ai horreur de ça. T'as envie de faire de la bande dessinée, t'en fais ça. Blouf, blouf, blaouf, du très grand art. Adam Strange, c'est un vieux de la vieille. Apparu pour la première fois dans le magazine Showcase en 1958, j'étais pas né, le personnage nous propose des récits de science-fiction. Son origin story la plus populaire veut qu'il soit un archéologue terrien, téléporté par erreur sur une autre planète via le rayon Zeta. Dénué de tout pouvoir sur Terre, il obtient sur Rann des pouvoirs comparables à ceux de Superman, en un peu moins abusé quand même. Une vitesse et une résistance accrues et surtout une super force. Armé de son jetpack et de son pistolet laser, il aide les habitants de Rann à combattre une invasion alien et tombe amoureux de la princesse Alana, amour qui semble être réciproque. Malheureusement, le rayon Zeta n'est que temporaire et Adam finit par retourner sur Terre à la fin de chaque épisode, attendant impatiemment que le rayon ne le renvoie dans les bras de sa bien-aimée. Voilà, ça c'est la base d'Adam Strange. C'est un héros quelque peu oublié aujourd'hui et qui n'a pas eu l'occasion de briller beaucoup, ses aventures n'étant pas particulièrement intéressantes malgré son concept original. Mais évidemment, si je vous en parle, c'est qu'il existe un comics à son sujet qui m'a chatouillé l'organe du bon goût. C'est un comics assez récent paru chez nous aux éditions Urban Comics en 2022, sobrement nommé Strange Adventures. C'est un récit écrit par Tom King. Aussi, j'en attendais pas grand chose, parce que son Batman m'avait fait arrêter de suivre la continuité. Et justement, il s'agit ici d'un récit hors continuité, un récit qui se suffit à lui-même et dans lequel l'auteur est totalement libre de ses mouvements, lui permettant de raconter une histoire de A à Z, sans être parasité par quoi que ce soit d'extérieur. Et de plus, un récit accessible, qui ne demande aucune connaissance a priori du personnage. Mais qu'est-ce que ça raconte donc ? Eh bien, Adam est à présent un héros de guerre. Il a vaincu les Tanagar sur Rann et a décidé de prendre une retraite bien méritée sur Terre, avec sa compagne Alana. Si Adam a choisi la Terre, c'est parce que, tout vainqueur qu'il est, sa petite fille n'a pas survécu au conflit. Il cherche donc à se reconstruire ailleurs que sur son monde de cœur, qui lui rappelle ce mauvais souvenir. Alana l'a aidé à écrire sa biographie pour raconter le conflit qu'il a vécu et rendre hommage à leur enfant. Adam part donc en tournée dans les librairies américaines pour aller à la rencontre de son public et partager avec eux ses aventures sur Rann. Lors de cette tournée, l'un de ses lecteurs l'accuse d'avoir perpétré des crimes de guerre dans l'espace, ce dont Adam se défend. Bien sûr, il a tué des Tanagariens, c'était la guerre, et bien sûr, la mort de sa fille l'a plongé dans une colère noire, et dans un désespoir sans pareil, mais il n'a jamais rien fait qui puisse ternir son image. C'est un héros, il n'a fait que se défendre et défendre sa planète d'adoption, c'est tout. Malheureusement, quelques heures plus tard, ce fameux lecteur sceptique est retrouvé mort d'un coup de pistolet laser. Pour laver son honneur, Adam n'a pas d'autre choix que d'engager un détective indépendant. Il lui demande de faire son enquête en toute objectivité, de fouiller les archives sur Rann, d'aller interroger qui il veut, bref, il lui laisse le champ libre. Parce qu'il sait qu'il a rien à se reprocher. Ce détective, choisi par Batman lui-même, ce sera Mister Terrific, un autre super-héros dont tout le monde se fout. Faut dire qu'il a pas de super-pouvoir, qu'il a un costume bizarre et qu'il est pas très avenant. Le récit alterne entre des chapitres se déroulant au présent, racontant l'enquête de Mister Terrific, et des chapitres se déroulant dans le passé, racontant la guerre menée par Adam sur Rann, chaque temporalité étant dessinée par un artiste différent. Il s'agit donc à la fois d'un récit de science-fiction et d'un polar. Qui dit polar dit révélation.
Et quoi que vous soyez habitué sur la chaîne à ce que je puisse à mon aise dénouer le fil d'une histoire, j'en ferai rien ici. Le récit perdrait clairement de sa saveur si les secrets vous étaient connus avant de vous y plonger. Sachez seulement que je le trouve très bien écrit. Et surtout très bien mise en scène. Autant le découpage et la composition sont plutôt classiques, autant ce que les auteurs veulent bien nous montrer dans les cases ou dans les planches sont extrêmement bien vus. Rien n'est laissé au hasard. Et c'est sans aucun doute le meilleur récit que vous pourrez lire sur Adam Strange, et même sur Mr. Terrific, et un excellent comics qui vaut le coup d'être essayé. Tom King n'en est pas à son coup d'essai sur la reprise de personnages secondaires à qui il offre une seconde naissance. Il l'avait déjà fait quelques années auparavant avec le personnage de Mr. Miracle. Je suis un peu plus partagé sur celui-ci, mais je tenais quand même à vous en parler un peu. D'autant plus qu'il a l'avantage d'être publié dans la collection Urban Nomad et donc de pouvoir se trouver en librairie à moins de 10 €. Mr. Miracle, c'est un personnage un peu particulier, issu du 4e monde de Jack Kirby. Je vous la fais courte pour vous situer un peu le personnage. Dans l'univers des néo-dieux, il existe 2 planètes. Apocalypse, géré d'une main de fer par le terrible Darkseid, qui en tant que méchant très méchant veut conquérir le monde, et en plus il est méchant. L'autre planète, New Genesis, est gérée d'une main de velours par le Haut-Père, qui en tant que gentil très gentil veut le bien dans l'univers. C'est Miss France avec une barbe. Et puis bon, les 2 planètes se font une guerre incessante, je vous raconte ça avec un certain détachement, voire un certain dédain, parce que jusque-là c'est aussi subtil que Star Wars. L'intérêt de ce manichéisme, c'est ce qu'en fait son créateur. Et oui, parce que Kirby, c'est pas Joel Prolo. Afin de mettre un terme à cette guerre idéologique, le Haut-Père propose un pacte à Darkseid. Ils vont s'échanger leurs fils. Orion, le fils de Darkseid, ira rejoindre New Genesis pour y être élevé. Et Scott, le fils du Haut-Père, ira sur Apocalypse pour y être... Bon, Darkseid va le foutre dans un orphelinat de la terreur où il sera torturé physiquement et psychologiquement. Quant à Orion, si jamais vous vous posiez la question, il va être accueilli comme un roi et finira par épouser les idées de New Genesis. Finalement, Scott finira par réussir à s'extraire de l'enfer grâce à l'aide de Big Barda, une furie de Darkseid, et à rejoindre la Terre où il deviendra un super-héros. Ayant été élevé à la dure, c'est un véritable combattant, et s'il n'a pas réellement de super-pouvoirs, il possède néanmoins divers gadgets, comme des disques pour voler ou encore une boîte mère qui lui permet de se téléporter. Mais son véritable talent, c'est d'être un as de l'évasion, un véritable homme libre qui arrive par la force de sa volonté à s'extraire de ses chaînes, qu'elles soient physiques ou mentales. Ou presque. Parce que dans le récit que nous propose Tom King, sobrement intitulé Mr. Miracle, eh bien notre cher Scott est aux prises avec sa dépression. Dépression dont il n'arrive pas à se débarrasser. Au début de l'histoire, Scott se remet de sa TS, aidé en cela par Big Barda qui essaye tant bien que mal de lui ramener les pieds sur terre. C'est donc un comics qui aborde un sujet compliqué, et qui le fait bien. D'autant plus que l'enfermement dans une prison mentale, construit par lui-même, sied parfaitement à ce personnage qui ne cherche qu'à être libre et à vivre tranquillement. Comme on l'a vu dans l'analyse sur Watchmen, le gaufrier a pour principal avantage de pouvoir être brisé, afin d'apporter du sens à la composition, ou pour proposer des effets intéressants. C'est le cas par exemple ici, quand Scott et Barda sont pris dans un piège qui se referme sur eux. Le plafond descend dans le but de les écraser et cela est symbolisé par la taille des vignettes qui diminue petit à petit. C'est bien vu. Cela dit, les effets du genre sont plutôt rares. Ici, le gaufrier sert surtout à nous faire ressentir l'angoisse existentielle du personnage, en nous enfermant à notre tour dans un schéma qui se répète sans cesse. Les auteurs s'en servent surtout pour mener des itérations, c'est-à-dire pour reproduire plusieurs fois les mêmes images fixes, en changeant qui les dialogues, qui le contexte, qui un détail, afin de leur donner le temps d'exprimer plusieurs émotions à la fois. Mais bon, c'est pas la bonne émission, on va pas s'attarder sur la composition. On reviendra plus en détail sur la composition de cette BD et d'une autre dans une future vidéo dédiée à Tom King. Bref, j'ai trouvé que c'était un très bon récit, ça vaut le coup d'être tenté. Le principal reproche que je ferais, c'est d'une part d'être un peu trop long pour ce qu'il propose, et d'autre part d'avoir un parti pris qui me dérange un peu. Tom King joue beaucoup avec le côté divin de Scott, fils du Haut-Père, en mélangeant des éléments du 4e monde dans un contexte très urbain et très banal. C'est un peu drôle, mais parfois c'est un peu contre-productif. Disons que voir Darkseid manger une carotte trempée dans du chèvre, c'est un coup à me sortir du récit. On peut louer l'effort d'avoir voulu proposer quelque chose de nouveau, et si c'est loin d'être parfait, et que ça ne plaira pas à tout le monde, c'est un comics qui mérite d'exister dans les librairies. Une fois n'est pas coutume, ce récit fait partie de la continuité officielle de DC Comics. Et c'est en plus un événement qui a eu des répercussions plus tard dans l'univers partagé. Mais c'est un récit qui peut se lire comme un one-shot, qui fait partie d'Urban Nomad, et donc qui n'est pas très cher et qui en plus est très bon. Il s'agit de l'événement Crise d'identité dont voici le pitch d'Urban Comics. Sue Dibny, la femme d'Extensiman, l'un des membres de la Ligue de Justice, a été assassiné. Le meurtrier a pu déjouer les systèmes de sécurité installés par les plus grands héros de la Terre. L'enquête menée par les justiciers va mettre à jour un complot au sein même de la Ligue, et un terrible secret concernant leur traitement des super vilains. Si vous ne savez pas qui est Extensiman, c'est normal, personne ne sait qui c'est.
C'est un personnage tertiaire de l'univers d'ici qui n'a jamais vraiment eu son heure de gloire. Et d'ailleurs, c'est pas ce comics qui va lui offrir. C'est un peu le héros de l'histoire en quelque sorte, mais c'est surtout la victime de l'événement. Sachez seulement que c'est un mec qui s'appelle Ralph, et qui a bu un concentré de fruits élastiques pour obtenir ses pouvoirs. De toute façon, il n'aura pas vraiment l'occasion de les utiliser dans Crise d'identité. Cela dit, même si on le connaît ni d'Adam ni d'Ève, on s'attache rapidement à lui. C'est un homme bon, le genre qu'on rêverait d'avoir comme époux ou comme ami. Crise d'identité, c'est pas seulement un récit de deuil, c'est aussi et surtout un récit de psychose collective. On sait tous que les héros de comics sont plus ou moins invincibles, qui triomphent à chaque fois et qui s'en sortent toujours. Leurs adversaires aussi, on finit par le comprendre. Alors pour les atteindre, il reste plus qu'une seule option, s'en prendre à leurs proches. Celui n'est que la première d'une longue liste. Père, mère, époux, épouse, tout le monde est sur la sellette. Et le plus grave, c'est que nos héros semblent démunis face à la situation. L'épouse d'Atom manque d'y passer, Lois Lane reçoit une menace de mort et d'autres personnages vont perdre la vie. Personne n'est en sécurité. Le meurtrier semble déjouer tous les systèmes. La quasi-intégralité des personnages de l'univers d'ici enquête, des plus connus comme Batman ou Superman, aux moins connus comme Atom ou Midnight. On verra même ici dans la scène de la cérémonie à l'église l'apparition de Mr. Miracle et de Adam Strange dont je vous ai déjà parlé. Cette scène est d'ailleurs parfaitement horrible. On y voit Ralph, l'homme élastique, se lever pour dire un mot, pour rendre un dernier hommage à sa femme devant leurs amis réunis tous ensemble. Ça me crève le cœur parce que c'est quelque chose que j'ai déjà vécu moi-même il y a quelques années. Il se lève et on voit ses amis attendre qu'il prononce quelques mots, qu'il dise quelque chose. Il l'encourage en silence, mais Ralph s'effondre. Il perd toute dignité et s'écroule, le visage déformé par les larmes. Et il y a cette scène où, ça spoil un peu, mais c'est au tout début du récit, donc je me permets. En plus, c'est ce qui lance tout l'intérêt de l'histoire. Il y a cette scène où on apprend que c'est pas la première fois que Sue est agressée par un super vilain. Il y a eu cette fois aussi où, alors qu'elle attendait le retour de son mari parti en mission, le Dr Light s'est introduit dans le QG et les héros sont arrivés trop tard et devant le fait accompli, ils ont décidé de lobotomiser le docteur pour lui faire non seulement oublier l'identité de Sue pour la protéger, mais aussi pour le changer lui à tout jamais et le rendre complètement inoffensif en altérant sa personnalité. Cet événement s'est déroulé en secret et a été caché aux autres membres de la Ligue pour ne pas créer de conflits internes. Nous avons donc des meurtres en série, une psychose collective, des secrets qui remontent à la surface, ternissant l'image de certains héros, et puis en trame de fond cette enquête. Vraiment, les bons récits de super-héros sont rares, surtout dans les récits qui prennent place dans la continuité officielle. Et ce petit bout de passé, puisque le comics date de 2005, est sans conteste l'un de mes préférés. Nous sommes dans les années 70. Dennis O'Neil et Neil Adams mettent en scène Green Lantern qui se promène dans je sais plus quelle ville américaine et qui intervient lors d'une bagarre de rue. Un jeune homme s'en prend à un plus vieux en le traitant de gros lard. N'écoutant que son désir de justice, le policier cosmique intervient et met un terme à la dispute en punissant le jeune agresseur. Avant de comprendre qu'il a fait fausse route. Lui, il a vu un agresseur et un agressé. Mais ce qu'il n'a pas vu, c'est que le vieil homme est un propriétaire véreux, exploitant la population du coin en les entassant dans des appartements minables et hors de prix, et qui va bientôt les mettre à la rue pour construire un parking. Cette leçon, c'est Green Arrow qui va lui apprendre. Green Arrow, c'est à cette période éditoriale un héros urbain qui essaye tant bien que mal de protéger la population pauvre de son quartier. Mais pas contre des menaces cosmiques ou des super vilains, plutôt contre des problèmes de société. Si je dis tant bien que mal, c'est pas seulement pour la beauté de la formule, c'est parce que ces notions de bien et de mal vont être interrogées dans ce run. Green Lantern, c'est un policier cosmique. Tous les soirs, il répète son serment pour recharger son anneau. En plein jour ou dans la nuit noire, nul mal n'échappe à mon regard. Que ceux qui devant le mal se prosternent craignent la lumière des Green Lanterns. Ce serment, il est facile à comprendre quand on doit se battre contre des entités aliens qui veulent détruire la Terre, mais il paraît beaucoup plus naïf quand les notions de bien et de mal deviennent ambiguës. Comment doit réagir un super-héros quand un homme victime de racisme frappe celui qui l'a insulté? Quand un ouvrier décide de séquestrer son exploitant? Comment doit réagir un super-héros quand il redescend sur Terre et qui constate que personne n'est innocent et que les lois protègent parfois les mauvaises personnes? C'est tout l'enjeu de ce Green Lantern feed Green Arrow. Que peuvent les super-héros face aux vrais problèmes, aux problèmes réels qui impactent la vie des citoyens? Ce comics est intéressant à plus d'un titre. On voit Green Lantern douter, ne plus comprendre son serment, et donc ne plus pouvoir recharger son anneau, perdre ses pouvoirs. Et on voit Green Arrow en colère, démuni face à des problèmes qu'il ne peut pas résoudre à coups de flèche. Que peut un homme armé de flèches contre la domination systémique des Blancs sur les Amérindiens? C'est un comics qui remet en cause l'intérêt et l'importance des super-héros, qui les renvoie face à leurs responsabilités. C'est d'ailleurs dans ce run qu'apparaît la fameuse histoire du sidekick de Green Arrow, nommé Speedy, qui devient accro à la drogue. On y voit un héros démuni, incapable d'aider sa pupille, et en proie à la culpabilité d'avoir pu le laisser sombrer. C'est un comics profondément de gauche, mais de la gauche des années 70.
Il faudra donc pardonner aux auteurs un fond un peu naïf et quelques écarts. Mais surtout, c'est un comics des années 70, et il possède donc les défauts de l'époque. C'est-à-dire principalement des personnages qui commentent en pensée les actions qu'ils sont en train d'accomplir, et donc pas mal de répétitions, ce qui induit pas mal de redondance et de lourdeur, tout comme la phrase que je viens de prononcer. On peut aussi critiquer un petit ventre mou au milieu de l'album, avec quelques chapitres sans grand intérêt, ainsi que des résolutions un peu rapides, comme ce dernier chapitre où, je divulgage, Arrow tombe en dépression après avoir manqué sa cible et tué un homme sans le vouloir. Dépression qui sera réglée en quelques pages seulement, ce qui est bien dommage. Pour bien apprécier ce comics, il convient donc de se mettre un peu dans l'ambiance de l'époque, avec le début de prise de conscience des sujets de société et une industrie qui s'en empare avec à la fois justesse et un poil de naïveté. Bref, c'est sans doute un de mes comics préférés, avec pourtant 2 héros que j'apprécie pas particulièrement. J'ai lu que vous travailliez pour des hommes à peau bleue, et que sur une planète lointaine, vous avez aidé des hommes oranges, et aussi des hommes pourpres. Mais vous ne vous êtes jamais soucié des hommes noirs. Pourquoi ? J'aimerais savoir. Tiens, ça parle comics ici. T'es qui toi ? Oui, je suis SN Parod et je... Ok, Parod, casse-toi de ma vidéo. D'accord, si tu veux, mais c'est toi qui m'as invité à la base. Ouais, c'est vrai. Bienvenue sur la chaîne. Écoute, tout le plaisir est pour moi, apparemment. Écoute, vu que tu veux parler de héros méconnus qui dénotent un peu avec la perfection héroïque habituelle, je peux te conseiller que de lire Justice Society, l'âge d'or. Un récit qui revient sur certains des tout premiers super-héros. Ceux des années 40, ceux qui aimaient taper l'amicale des leveurs de bras aux idées courtes. Dans ce récit, on traite justement de l'après-Seconde Guerre mondiale, et de comment ces héros se sont adaptés à l'après-guerre, avec en toile de fond comment la société américaine s'est adaptée elle-même. C'est un récit hors continuité de 1993 de James Robinson et Paul Smith, qui va largement contribuer à remettre en avant certains personnages et à leur donner des fêlures. Comme par exemple Aourman, un être qui obtient des super pouvoirs pendant 1 heure grâce à une pilule de son invention, et qui commence à se rendre compte de son addiction et à sa pilule et à la vie de justicier. C'est un récit qui parle aussi des années 50, de l'arrivée du macartisme et de la chasse aux sorcières impitoyable dans toute la société américaine, obnubilée par la menace rouge, et qui a peut-être laissé certaines autres menaces sous son radar. Bon, je ne cache pas un aspect assez ça passe ou ça casse dans la résolution, qui a le mérite de reprendre un aspect qui aurait pu tout à fait se retrouver dans un comic book des années 50, mais qui j'avoue peut rebuter certains lecteurs. Mais on ne peut nier une excellente préparation à ce twist et une ambiance crépusculaire de fin d'une ère tout au long de la série, et ça en fait une excellente lecture à mon sens. L'ouvrage brasse une assez grande galerie de personnages, mais cela lui permet de toucher à une grande partie de la société américaine, et propose de ce fait un propos excellent sur chacun de ces personnages, des héros qui se révèlent finalement avoir d'énormes talons d'Achille une fois dans leur vie civile. Car si le super-héros représente ce qu'ils ont envie de montrer à la société, c'est qu'il y a une part de doute ou de honte finalement dans leur vie civile. Entre ceux qui sont obnubilés par leur ancienne grandeur, celui qui tente de porter tout le poids du monde sur ses épaules, ou celle qui est horrifiée de ses choix de vie, la vie n'est pas tendre pour tous ces héros. Mais bien sûr qu'on va pas parler que des vieux classiques. Parlons par exemple de Far Sector, la première apparition d'une nouvelle Green Lantern, la force de police de la galaxie qui utilise des anneaux de pouvoir qui fonctionnent à la puissance de la volonté de leur porteur. Cette nouvelle recrue, Sojourner Mulline, est envoyée sur une station spatiale, la Cité Éternelle, où cohabitent 3 espèces très différentes depuis une très ancienne guerre. Pour apprendre à cohabiter ensemble, les espèces se sont mis d'accord pour s'injecter un virus techno-organique afin de réprimer leurs émotions. C'est donc dans ce cadre pacifique, mais peu utopique, que vient d'avoir lieu un crime, le premier meurtre depuis 500 ans. Notre recrue, surnommée Jo Mulline, elle n'a pas vraiment d'expérience, que ce soit en tant que policière de l'espace, ou en tant que connaissance des races extraterrestres. Elle doit donc apprendre sur le tas ce qu'elle peut faire, et nous apprendrons nous-mêmes, lecteurs, à mieux la connaître, elle et ses doutes, tout au long de ce récit. Cette œuvre, sortie entre 2019 et 2021, est dessinée de main de maître par Jamal Campbell, qui utilise un style de colorisation très approprié pour cette station très futuriste. Le scénario est quant à lui signé par la romancière de science-fiction N.K. Jemisin, et son œuvre est assez forte en thèmes explorés, notamment autour de cette cité spatiale qui fait penser au cosmopolitisme de la Rome antique, et où l'on parle notamment de la fracture entre les habitants d'une société, que ce soit par précarité, misogynie, la peur, le racisme, la violence du quotidien qui ressurgit un jour avec fracas et finalement demande des intérêts. C'est une lecture assez palpitante qui se permet aussi des pauses détentes pour développer chacune des 3 espèces et aussi travailler un peu plus notre personnage principal.
Certaines de ces pauses détente sont peut-être parfois un peu trop longues, comme par exemple tout le passage autour des mèmes, mais je dois quand même avouer que j'ai adoré le voyage et que je ne peux que vous inciter à le faire vous aussi. Allez où, on se casse maintenant. Bah écoute, merci de l'invitation et ça a été un plaisir de participer. SN ne sait pas ce que je vais bien pouvoir raconter à partir d'ici. Il le découvrira en même temps que vous. En fait, bien avant de prendre l'identité super-héroïque du fils de Bulle, j'étais tout comme vous spectateur anonyme de vidéos YouTube. Et je sais que ça va paraître absurde à certains d'entre vous, mais pouvoir faire un feat avec Parod, avec en prime une mise en scène... Pardon, excuse-moi. Avec en prime une mise en scène digne du YouTube des années 2010, ben pour moi, c'est un accomplissement. Parce que je regarde ses vidéos depuis très longtemps. Et le mec, ça fait 10 ans qu'il est sur la plateforme à parler de comics, à partager sa passion à même pas 2000 spectateurs. Il y a beaucoup qui auraient abandonné depuis longtemps, dont moi je pense. Moi je suis arrivé il y a à peine 3 ans, j'ai passé la barre des 10 000 abonnés, pourtant dans ce feat anodin, celui qui a été le plus honoré, je vous jure que c'est moi. SN, c'est un mec que je suis depuis des années et qui m'a accompagné, sans le savoir, durant des périodes difficiles pour moi. Et d'une certaine façon, si le fils de Bulle existe aujourd'hui, et vous accompagne peut-être à votre tour, c'est en partie grâce à lui. Alors si vous êtes encore là à ce stade de la vidéo, laissez-lui un gentil commentaire. Remerciez-le de ma part, vraiment. Pour son acharnement, pour sa passion, et bien sûr allez jeter un œil à sa chaîne. C'est très différent de ce que je fais moi, mais j'espère que certains d'entre vous se laisseront toucher malgré tout. Durant les prochaines semaines, on va parler comics sur cette chaîne. On va faire des analyses de planches, on va parler super-héros, et puis à la fin de l'année, on va conclure le cycle comics avec une vidéo dans laquelle on va parler de la temporalité des récits de BD, et des paradoxes qui en découlent. Vous allez voir, ça va être super. En plus, on aura un invité de marque qui s'appelle Julien Nil, et qui a écrit Lou. Franchement, je me fous pas de votre gueule sur cette fin d'année. Allez, on se dit à très vite, merci de nous avoir écoutés. Passez le bonjour à Parod et j'espère humblement que dans quelques années, je ferai des feats avec une nouvelle génération que j'aurai peut-être en partie inspirée. À la prochaine. Merci pour votre écoute, on se revoit très vite et surtout, n'oubliez pas, lisez de bonnes BD.